Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette Bonjour. webconférence sur un sujet encore trop peu abordé qui est la masturbation. Vous êtes nombreux à nous avoir posé plein de questions et ça, c'est le signe quand même que le sujet intéresse et questionne. Donc, nous allons essayer d'y répondre ce soir avec notre invité. Merci Philippe Bruno d'avoir accepté cette invitation du Corps et Vie. Vous êtes psychiatre et anthropologue et directeur de l'enseignement en sexologie à l'Université Paris 5. Vous êtes auteur de plusieurs livres dont Pourquoi c'est si compliqué l'amour, L'incroyable histoire du sexe en BD et Éloge de la masturbation. Et de ce livre, vous allez nous présenter aujourd'hui. Il est apparu récemment, il a déjà été publié en 1987 et 90, reparu récemment. 97. 97, pardon. Oui. Ah, il y a un petit problème de micro. Tu as un petit problème de Ah, micro. Voilà, ça y est. c'est bon? Oui, voilà, ça revient. Pourquoi l'avez-vous écrit et pourquoi le rééditer aujourd'hui? Merci, merci Marie de me présenter de cette façon-là. Merci au Corévi qui est Île-de-France-Ouest, parce qu'il y en a d'autres, hein, de cette invitation. Et je dois dire que c'est très à propos, on va le voir, dans ce que l'on va évoquer. Et puis d'abord donner l'occasion de parler d'un sujet dont on ne parle jamais, parce que même si ce livre est paru récemment, je me suis rendu compte que une émission sur la masturbation est quasiment impossible, que ça soit en radio ou en télévision. Mon ami Ali Rebéi, avec qui j'interviens souvent sur France Inter, avec Grand Bien vous fasse, m'avait dit bien avant, Philippe, je veux absolument qu'on fasse une émission sur la masturbation. Et je lui dis, tu n'arrives pas à la faire? Ben non, parce que c'est pas évident. Les sujets doivent être proposés. C'est peut-être très dérangeant pour, moi j'allais dire quelquefois pour les familles, parce que on va voir au fur et à mesure que je vais développer ce thème, euh, la masturbation n'est pas connue. La plupart des gens se disent c'est une sorte de sexualité dans son coin. Alors vous faites ça dans votre coin. Et même, je vais me permettre de dire, hein, entre guillemets, parce que c'est le mot que l'on a dans la tête et puis que j'ai entendu tellement de fois, vous faites des saloperies dans votre coin, des saletés, on va le dire comme un... Mais bien sûr que c'est comme ça que ça a toujours été dit. Et on va voir pourquoi. Enfin, ça a toujours été dit. Non, depuis très peu de temps, alors que tout le monde se dit, mais ça a toujours été le cas. Mais bien sûr que non. On va le voir. Et donc, merci au Corévi de donner cette occasion et de permettre le lien que vous essaierez de diffuser parce que les gens ont à savoir des choses dont on ne parle pas. Voilà. Donc, merci Marie de cette présentation telle que tu l'as faite. Voilà. Et alors, est-ce que vous pourriez nous raconter, pour savoir comment on en est arrivé là avec toutes ces saletés, nous raconter l'histoire de la masturbation? Voilà, alors on s'est entendu un petit peu ensemble pour l'organisation de ce moment. Je vais vous faire un petit bout, non pas de conférence, mais de mise au point de choses que vous ne connaissez pas. Parce que est-ce que vous avez eu, même, je dirais, dans l'enseignement de sexologie, est-ce qu'il y a eu un cours sur la masturbation? Bien sûr que non. J'en ai jamais fait dans aucun enseignement. On va la mentionner à certains moments, mais on va pas faire 2 heures sur la masturbation. Et donc, en définitive, ce que l'on en sait, ben, ça va être des choses notamment sur l'actuel, mais vous allez voir comme si on prend du recul, comme pour tout, mais pour la sexualité particulièrement, ben, vous allez en ressortir dans 1 heure et demie euh, avec des idées très différentes sur la masturbation et sûrement pour aborder nos patients. Donc, je vais me permettre de partager mon écran avec vous et je vais vous commenter rapidement. Je vais le faire sur 20 minutes, hein, parce que je vais vous parler d'une histoire et de pourquoi on en est arrivé là et comment faire. À partir de là, on répondra aux questions et à celles que vous voudrez poser directement aussi. Alors, je partage mon écran et je vais vous faire ce que j'ai appelé, j'ai fait un petit diaporama que j'ai appelé une courte histoire de la masturbation. Il suffit que j'y arrive. Attendez, juste c'est un petit problème de mise au point. Il doit être un peu plus haut pour que j'atteigne le bouton qui me permet. En bas. Attends, bougez pas. Voilà, voilà, ça y est.
Là, vous allez avoir l'image en... Là, vous avez l'image en entier? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Alors, je reviens en arrière. Voilà, ma courte histoire de la masturbation. Je la fais courte parce que je ne vais pas donner de détails. Et si des choses vous échappent, vous me le dites et j'y reviens après. Si on regarde l'Antiquité, attendez, pardon, j'ai quelque chose à ouvrir. Voilà. Si on regarde l'Ancien Testament, il n'y a aucune condamnation de la masturbation. Vous verrez pas le mot. Ça n'existe pas. Après, par la suite, et en tout cas dans le courant de la chrétienté, le mot n'existe pas. Par contre, dans les trois religions monothéistes, il y a une condamnation claire de la masturbation, même si elle n'est pas toujours écrite. C'est toujours, en tout cas, transmis pour une raison très simple, que ce soit les textes hébraïques, islamiques, c'est quelque chose qui est anti-reproduction. C'est contraceptif. Et d'une certaine façon, c'est comme ça que, par exemple, le pape interdit toute contraception. Ça va contre la volonté divine de la reproduction. Donc, en cela, c'est comme ça que ça sera représenté et interdit. Si on vient... Ah, pardon, alors c'est moi qui ne sais pas avancer là. Ah voilà, pardon, j'avais pas... Dans l'Antiquité, il y a une certaine d'indifférence, hein. On est en Grèce, on est à Rome, une sorte d'indifférence, la masturbation, chacun fait ce qu'il veut. Les deux penseurs de la médecine antique, Hippocrate chez les Grecs, Galien chez les Romains, ils vont traiter des excès des plaisirs vénériens, c'est-à-dire qu'on peut avoir une sexualité, on sait qu'elle participe à la fécondité, on ne sait pas encore comment. Mais on s'est rendu compte depuis à peu près 50 à 100 000 ans que l'homme y était pour quelque chose dans l'apparition des enfants portés par une femme. Eh bien, ce qui va être inacceptable, c'est l'exagération des plaisirs vénériens, c'est-à-dire ceux qui vont exagérer du côté de la prostitution, par exemple. Mais aucune mention directe de la masturbation chez Hippocrate, chez Galien, ça n'existe pas. Encore moins de la masturbation féminine. Et vous verrez dans toute cette histoire, on ne parle quasiment jamais de la masturbation féminine parce qu'elle n'est pas, alors elle pourrait être réprouvée, mais elle ne pose pas, elle ne semble pas poser de problème vis-à-vis de la fécondité, qui est la grande préoccupation jusque dans les années, mais jusqu'à ce que arrive une contraception, c'est-à-dire dans les années 1960, 70, 80 en Occident. Ce que dit Galien, en perdant sa semence, l'homme perd dans le même temps son esprit vital, et son esprit vital, c'est aussi sa virilité. Hein, on est quand même dans un monde organisé par les hommes, et cette sève, eh bien, il ne faut pas la perdre. Il n'est ainsi pas étonnant qu'un coït trop fréquent, et voyez, on parle que d'un coït, énerve, puisqu'il prive le corps de ce qu'il a de plus pur. Bon, pas de masturbation. 11e au 17e siècle, ce sont des siècles qui sont très libres. Il n'y a qu'à voir, il y a beaucoup de publications qui montrent notamment le clergé extrêmement libertin en matière de sexualité, voire laxiste, grande libéralité des mœurs. Le XVIIe est un siècle charnière. Et vous allez le voir après dans l'apparition de l'interdit de la masturbation. XVIIe siècle, c'est un siècle qui est très ouvert, qui est très curieux, pour une raison simple. On est en train de passer du latin au français et on est en train d'inventer le monde. On nomme les choses comme un petit enfant. On sait que chez l'enfant, il nomme les choses pour que le monde existe. Eh bien, c'est pareil. Au XVe siècle, on parle latin. Montaigne est un des premiers à essayer de parler dans la langue vulgaire, le français. Et au XVIIe, on va parler avec des nouveaux termes, avec une nouvelle façon de concevoir les choses. Le premier sexologue, Nicolas Venette, à La Rochelle en 1670. Dans son tableau de l'amour conjugal, il dit, en parlant de la masturbation, il dit que faire contre la puissance du désir? C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte qu'on ne condamne pas là. On est à la fin du XVIIe. On épuiserait plutôt la mer si on voulait arrêter les marées, les vagues.
Voilà ce qu'il dit. Je vous ai pris un tout petit passage. Et Thomas Laqueur, qui est le très grand historien américain, notamment de la masturbation, il a écrit un très beau livre que vous trouvez chez Gallimard, je crois, Le sexe en solitaire. Avant le XVIIIe siècle, la masturbation est une question d'hygiène sociale qui touche à la santé mentale de l'individu. C'est la jonction de l'intérêt public, de l'intérêt privé. Et on se rend compte que ce siècle charnière, hein, avant le XVIIIe, c'est-à-dire le XVIIe, eh bien, on passe aussi, et je crois que c'est le fin mot de l'histoire, vous allez voir dans cet interdit, c'est une évolution de la société avec ce qu'on a appelé, je le mentionne peu là, mais je vous le dis à l'avance, ce qu'on appelle l'invention du sujet. Vous êtes devant vos ordinateurs, tous des sujets aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est-à-dire que vous avez choisi d'être psychologue, d'être soignant, d'être médecin, mais on aurait été au XVIIe siècle, on aurait été au XVIIIe. Et encore plus, c'est pareil au début du XXe, si la famille avait une épicerie, ben, on serait derrière le comptoir, autant l'un que l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas des sujets, on ne décide pas de sa vie. Et c'est tout ce qui va amener sûrement dans ce dépassement, dans cette invention du sujet, il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle l'adolescence. L'adolescence n'existe pas dans les pays de la tradition. Vous savez qu'il y a des rites de passage dans toutes les sociétés de la tradition. On est enfant, on subit un rite de passage, on est adulte le lendemain, on fait partie de la société. Eh bien, c'est exactement ce qui se passait. Il y avait des rites de passage. À partir du 18e apparaît l'adolescence. Alors, c'est très documenté. On le sait très bien, ça n'existe que dans l'Occident, cette espèce de phase transitionnelle dans laquelle on n'est plus tout à fait, on n'est pas tout à fait adulte, on est encore enfant. Et c'est ça que vont pas accepter les générations précédentes, c'est-à-dire qu'il y ait des velléités, notamment par rapport à la liberté sexuelle. Le mot masturbation est inventé au XVIe siècle. C'est Montaigne, la première fois qu'il en parle, dans un extrait des Essais dans lequel il parle de Diogène, bon, peu importe. Et il dit Diogène exerçant en public sa manustrupation. Il prend le terme latin, qu'il arrange un petit peu en français. Mais quand vous regardez l'étymologie, manus stupratio, ça veut dire donner avec la main, manus, stupratio, du stupre. Le stupre, c'est à la fois c'est du plaisir, mais du plaisir sale. Et ça se rapproche aussi, il y a les deux étymologies qui ont dû jouer ensemble, ça se rapproche aussi du grec mastropeiène qui veut dire prostituée. Donc vous vous rendez compte que dès qu'on le nomme dans le français, eh bien la masturbation est quelque chose, est une sorte de sexe dévalorisé, c'est une sorte de prostitution. Et on verra, puisque je vous dirai que la masturbation, tout à l'heure, je vous dirai, la masturbation est une sodomie. Ah ben je l'ai mis là, vous voyez, je ne le croyais pas. C'est-à-dire que dès le XVIIe siècle, on va accuser de sodomie tout ce qui n'est pas reproductif. C'est pour ça que l'homosexualité est inacceptable, parce que ça ne se reproduit pas. Euh, et il y a une petite phrase, allez, pour vous amuser, une petite phrase de Coluche, mais elle est très importante. Il dit, les homosexuels, c'est quand même étonnant. Ils ne se reproduisent pas et pourtant ils sont de plus en plus nombreux. Eh ben oui, il disait ça dans le cadre de l'épanouissement, de la visibilité. Ils sont de plus en plus visibles. Mais c'est vrai que la sodomie va être attribuée comme qualificatif à tout ce qui ne se reproduit pas. Par exemple, la fellation est une sodomie au XVIIe siècle. La masturbation, toutes les pratiques qui ne seraient pas euh, reproductives. La persécution de la masturbation va se dérouler en trois temps. La première chose, c'est en Hollande au XVIIe siècle, en Suisse au XVIIIe, en Europe 19e, 20e. Ça va toucher l'ensemble des individus, masculins essentiellement. Dans le contexte, eh bien, regardez, l'acte premier, c'est très étonnant. Et j'ai été très court parce que il faudrait vous montrer une carte, c'est très étonnant. On ne fait jamais ce parallèle. C'est que ceux qui ont inventé le microscope, l'ovule, le spermatozoïde habitent à 20 km les uns des autres. Amsterdam, Delft,
Il y a, oui, 40 kilomètres. Il y a Utrecht, ils peuvent y aller à vélo. Zacharias Janssen va inventer le microscope. Au départ, c'est pas pour des biologistes. C'est notamment, par exemple, Leeuwenhoek est un drapier. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va faire les plus grandes découvertes. Il va découvrir les protozoaires, il va découvrir les bactéries. On ne le reconnaîtra que bien plus tard. Parce que tout simplement, comme il est drapier, pour reconnaître la qualité des tissus et puis pour les vendre et avoir une sorte de label, eh bien, il pouvait regarder avec des optiques extraordinaires qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on n'avait pas précédemment, et ils vont les développer. C'est comme ça que 60 ans plus tard, De Graaf découvre l'ovule. 70 ans plus tard, donc 10 ans après l'ovule, Leeuwenhoek découvre le spermatozoïde. Mais imaginez, quand vous regardez sous le microscope, par exemple les globules sanguins, nous les avons tous fait, des choses comme ça, on a pu le voir. Bah, qu'est-ce que vous voyez? Des cellules, bon, qui flottent dans un liquide. Et jusqu'à présent, c'est comme un univers lunaire, il n'y a rien. Et tout d'un coup, en 77, c'est une bombe qui arrive. Leeuwenhoek regarde et il voit des multiples têtards, on va dire. Il va appeler ça des animalcules. Ces têtards sont tellement nombreux que là, ça va poser un problème. Il va y avoir la bataille des ovistes et des spermatistes, c'est-à-dire ceux qui vont dire l'enfant ne vient que de l'ovule, cette grosse cellule. Les autres vont dire ça ne vient que du spermatozoïde. À l'époque, on l'appelle pas comme ça, on l'appelle donc l'animalcule. Et il y en a qui vous disent j'ai vu des animalcules masculins avec des petites moustaches. Et j'en ai vu d'autres qui avaient des cheveux longs. Vous voyez, une sorte de stéréotype masculin-féminin. C'est une très grande bataille qui va durer plus d'un siècle. Voilà un spermatozoïde reproduit par Hartsocker, qui est un biologiste allemand de la même époque, hein, 1680, un truc comme ça. Et regardez comment il le représente. C'est-à-dire dans ce spermatozoïde, bon, la forme est sensiblement correcte, hein. Eh bien, il le représente avec quoi ici? Qu'est-ce que vous voyez au milieu là? Une fontanelle, un crâne, mais enfin c'est un utérus qui représente. C'est-à-dire qu'en fait cet homme, et à ce moment-là ça réinvestit dans la domination masculine, enfin l'homme, c'est bien l'homme qui fait tout l'enfant, puisqu'on voit les petits pieds, hein, et puis comme je vous ai dit, il y en a certains qui y voient des moustaches et qui y voient... Vous voyez la petite flèche? Oui. C'est-à-dire que j'ai vu des représentations qui sont très étonnantes, hein, où ils imaginent des choses qui ne sont pas. C'est-à-dire que ce spermatozoïde va être moteur de fantasmes. Les interrogations, c'est ceci. Leeuwenhoek va dire il y en a plus de 3 millions dans la taille d'un grain de sable. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, une des explications, il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Si Adam avait contenu ainsi peut-être tous les germes des autres, peut-être qu'il avait dans ses testicules l'ensemble de l'humanité à venir. Mais si c'est comme ça, c'est à ce moment-là que va dire Tissot, c'est un acte suicide, c'est-à-dire que là, on est en train de mourir. D'une certaine façon, on va se poser la question, est-ce que c'est un suicide, un génocide ou l'apocalypse? Non, il y a un enfant qui vient de parler, vous voyez, c'est pas un suicide ni l'apocalypse. Euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, que faire de ces êtres vivants? Et c'est très intéressant parce que ça montre, si ça vous intéresse, vous lisez euh, le bouc émissaire de René Girard. René Girard est un grand littéraire, philosophe français, il est décédé il y a quelques années. Et il montre bien une chose, c'est que quand il y a des persécutions, il va y avoir une persécution de la masturbation. Les persécuteurs de première génération ne savent pas, plutôt ne comprennent pas, mais ils voient bien qu'il y a un problème. Et la damnation guette tout le monde. Ils ne vont rien faire, mais ils sont perplexes. Et on va avoir des persécuteurs de deuxième génération qui, eux, ne savent plus pourquoi on fait ça et qui vont vraiment persécuter. Donc ces persécuteurs de première génération, ils disent que faire de ce savoir? L'apocalypse est proche, comment interdire ce qui n'est pas interdit?
Eh bien oui, on ne peut pas interdire la masturbation puisqu'on ne la nomme pas. Eh bien, on va lui trouver un terme, c'est qu'on va l'appeler onanisme. Or, je n'ai pas le temps de vous le développer. Allez, si je vais le dire en une ligne. Dans la Bible, le crime d'Onan, ce n'est pas du tout de la masturbation. C'est que Onan a un frère aîné qui a une femme. Le frère aîné Er déplaît à Dieu. Dieu le tue. En fonction de ce qu'on appelle la loi du Lévira qui est dans tout le Moyen-Orient. C'est que s'il y a un aîné qui meurt, le cadet doit s'accoupler avec sa veuve, mais avec sa belle-sœur, mais les enfants qui vont sortir de cette union seront les enfants du frère décédé. C'est insupportable pour Onan, qui au dernier moment se retire, c'est tout ce qu'on appelle un coït interrompu, et ça s'appelle l'onanisme. C'est pas du tout de la masturbation. Or, la masturbation va être appelée onanisme, ça permet de la condamner, parce que masturbation n'est pas condamnable. L'acte 2, ça se passe en Suisse, en Suisse calviniste. Les pasteurs calvinistes sont extrêmement rigoristes. Et Tissot est un médecin très connu qui avait guéri de la petite vérole. Il va écrire un livre sur les maladies produites par la masturbation. Il va être encensé. Alors, vous allez voir le type de discours qu'il y a. C'est un discours pour aux, faire peur à tous les adolescents. Si vous vous touchez, vous allez en mourir. Il est encensé par Jean-Jacques Rousseau et par Voltaire qui habitent juste à côté, à 20 kilomètres. Voltaire ne restait pas à Ferney, qui est juste en France, de l'autre côté de la frontière. Il faisait trop froid l'hiver, il venait à Lausanne, où il était avec Tissot, qui condamnait la masturbation. Voilà le livre de Tissot. L'onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Vous voyez, en 1781, c'est déjà la septième édition. Ça sera édité sans arrêt jusqu'au début du XXe siècle. Cet onanisme, voici un passage de Tissot que je vous ai pris. Il raconte par exemple l'histoire de LD qui était horloger. Il avait joui d'une bonne santé jusqu'à l'âge de 17 ans et c'est à cette époque, et on est tout à fait avec cette charnière de l'adolescence qui veut devenir adulte et qu'on ne veut pas laisser avoir une liberté, notamment sexuelle. C'est à cette époque qu'il se livra à la masturbation, vice qu'il réitérait tous les jours, jusqu'à 3 fois par jour, et l'éjaculation était toujours accompagnée d'une apocalypse très démonstrative, une légère perte de connaissance, ou tout simplement qu'il jouissait, et un mouvement convulsif des muscles, extenseur de la tête, qu'il a retiré fortement en arrière pendant que le col gonflait extraordinairement. J'ai passé la suite, et ça dure 2 pages, au bout de laquelle, quelques jours plus tard, il meurt. Lorsque vous lisez Tissot, c'est effroyable. Je vais vous montrer un exemple que vous allez voir dans un instant. Donc, on se rend compte qu'il y a un véritable complot médico-religieux qui s'est organisé avec ses persécuteurs de deuxième génération. Et regardez, en 1838, le docteur Lallemand qui écrit que la masturbation mine le corps social. Je passe, mais toute la société est occupée à cette persécution. Il est difficile de déterminer l'époque à laquelle ce vice a pris naissance. C'est d'une telle bêtise, semble-t-il, mais vous vous rendez compte, il y avait, ça se poursuivait. C'est donc cette naissance du sujet qui va gêner et on va persécuter, moi je dirais, les pulsions naissantes de ces ados. Qu'est-ce qu'on va faire? Surveillance, contrainte. Il faut les surveiller tout le temps, on disait. Fermer les portes le soir, attacher les mains. C'était ce qu'on appelait l'aveu. Ça, c'est le truc le plus important. Je vais le montrer dans un instant. Il y avait des mesures de contention. On pouvait avoir il y a eu même un prix, comment ça s'appelle, vous savez, lorsqu'on dépose un brevet, euh,
il y a un prix des brevets, j'oublie le nom, mais euh, ça vous reviendra, qu'avait obtenu un, un système dans les réfectoires de garçons pour refermer sur eux une grande barre de bois qui empêchait les mains de bouger et d'atteindre les organes génitaux. Des précautions nocturnes, des surveillances suspicieuses. L'aveu a été magnifiquement montré dans un film que vous avez peut-être vu de Michael Haneke, Le Ruban Blanc, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2009. Je vous montre juste un passage de ce ruban blanc. Vous allez voir, c'est un pasteur luthérien qui va demander l'aveu à un jeune garçon. Et vous allez voir de quelle façon c'est traumatique. Also, woher denkst du, kommen die Veränderungen, die diesem Knaben schließlich ein so erbärmliches Ende bereiteten? Ich weiß nicht. Ich denke doch, dass du es weißt. Willst du es mir nicht sagen? Nein? Gut, dann will ich dir sagen, was die Ursache war. Der Knabe hatte bei irgendjemand gesehen, dass der sich an den feinsten Nerven seines Körpers schadete, wo auch Gottes Gebot heilige Schranken errichtet hat. Der Knabe ahmte diese Handlung nach und konnte nicht mehr damit aufhören. Zerrüttete so schließlich alle Nerven seines Körpers derart, dass er daran zugrunde ging. Toujours la même chose, hein, la menace de la mort. Ich will dir nur helfen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Sei aufrichtig, Martin. Warum bist du so rot und unruhig geworden bei der Geschichte des armen Knaben? Rot? Ich weiß nicht, es tut mir irgendwie leid um ihn. Ja, ist das alles? Ich denke, dass es noch eine Ursache gibt. Dein Gesicht verrät es. Sei aufrichtig, Martin. Warum weinst du? Soll ich dir dein Geständnis ersparen? Nicht wahr, du hast das getan, was ich eine arme Knabe tat. Ja, Ce qui est terrible de penser, c'est que si, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est que le pasteur, c'est le père de l'enfant en même temps. Voilà des corsets anti-onanisme, ça c'était le docteur Lafont qui avait inventé ça, et vous avez des corsets que l'on mettait en général la nuit, puisqu'on les surveillait le jour, des appareils qui permettaient de contenir le bassin, en voici un en réalité, c'est pas qu'un dessin. Ça c'était euh, plus terrible, j'allais dire, et extrêmement fréquent et très simple à poser. C'est un anneau qu'on pose autour du pénis le soir avant de s'endormir. Et en général, il y avait même une boîte, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas l'enlever. Et lorsqu'il y avait des érections nocturnes, les pics faisaient retomber cette érection immédiatement. Alors vous imaginez le trauma, le post-trauma et ces pauvres gamins. Je ne crois pas que leur sexualité ait pu être très facile ensuite, quelle qu'elle soit. 1945-50, aux États-Unis, il y avait encore des gants anti-masturbation pour garçons, vous voyez, et c'est marqué A, these are boys anti-masturbation gloves. Ça existait jusqu'à il y a très peu de temps, et je pense que dans des trucs un peu reculés, ça existe toujours. L'aveu, ça c'est les remèdes, les calmants, les refroidissants. On allait par exemple un bain froid 3 fois par jour, le camphre, le nénuphar, des sangsues génitales. Et surtout, vous regardez les deux dernières lignes, éviter les séjours au lit, les couches molles, l'inaction, l'oisiveté. Ben oui, on veut casser cette nouvelle génération qui vont s'appeler les adolescents, c'est-à-dire qui veut avoir une liberté d'action. Il faut
qu'ils agissent autrement, et les pantalons serrés parce qu'effectivement, ça peut donner des sensations de contention. Alors, je termine par deux questions. Comment aujourd'hui, et puis on va passer à vos questions et aux réponses. Comment aujourd'hui réhabiliter la masturbation? D'abord, il ne faudrait pas la taire. Euh, Est-ce que vous avez souvent entendu vos patients parler spontanément de masturbation? Mais moi, je crois que j'ai jamais entendu spontanément quelqu'un en parler. Si, ça peut arriver parce qu'il y en a un qui venait dire ça me fait souffrir quand je me masturbe. Voilà. Mais c'est vraiment très rare. Ou alors, aujourd'hui, on voit des femmes dire je ne connais pas, j'aimerais connaître. Tiens, j'ai eu il y a très peu de temps, il y a 2 mois, une personne en plus importante et très éduquée me disant j'ai 83 ans. Et j'aimerais que vous m'appreniez comment, parce que j'ai essayé et ça marche pas. Mais parce que la personne savait que j'avais écrit l'éloge de la masturbation, elle était venue. Mais spontanément, on ne parle pas de la masturbation. Ne plus l'appeler onanisme, alors je vous demande d'appeler masturbation, mais le mot onanisme, c'est du coït interrompu. Il faudrait en parler à l'éducation à la sexualité. Alors, il y a des questions là-dessus, on parlera tout à l'heure et on peut en parler avec vous. Oui, parce qu'on n'en parle pas. Elle est très peu abordée. Comment voulez-vous qu'un prof de SVT, qui déjà n'a pas de formation, qui a peut-être des problèmes personnels, parce que quand même, notre histoire personnelle intervient, c'est pas comme si je parle de volcans, les volcans éteints, ou je parle pas, à moins de métaphores, je parle pas de moi, je peux en parler. Est-ce que je vais parler de quelque chose qui me pose à moi un problème, si j'en ai un? Elle est très peu abordée. Et comment pourrait-il le faire? Parce que moi, je vois que c'est très difficile de parler de masturbation. Les enseignants n'en savent pas l'importance. C'est un truc, mais ils n'en savent pas ce que je vais vous dire dans la diapo qui suit. Ils ne savent pas qu'il n'est pas simple de parler librement de la... C'est normal. C'est pas possible. C'est très difficile. Impossible d'en faire la promotion. Combien de fois j'ai dit à partir de mon éloge. Alors, je n'avais pas répondu, Marie, à ta première question qui était pourquoi avoir écrit il y a 35, 37 ans, 27 ans aujourd'hui, et pourquoi le republier aujourd'hui? Quand je l'écris en 1987, l'éloge de la masturbation, c'est par rapport à un de mes patients que j'avais eu des années avant et qui, à chaque fois, me dit, je l'avais transformé en lui expliquant ce qu'était la masturbation. C'était un jeune garçon de 17 ans. Et rien qu'une séance pédagogique lui avait transformé la vie, et tant mieux. Et combien de fois, puisqu'il habitait à l'étranger, il revenait me voir et il me disait, alors quand est-ce que vous écrivez cet éloge de la masturbation? Et donc je l'ai fait à ce moment-là. Qu'est-ce que je disais là-dedans? Je ne faisais que transmettre le message de Master et Johnson. Si vous regardez, l'une des choses les plus importantes, mais qui a relu Master et Johnson? Ils vous disent, c'est la masturbation qui est centrale dans la sexualité. Je vais vous le dire dans un instant pourquoi. Et donc, que peut-on dire? Alors, j'ai essayé de le faire en 97, je le destinais aux femmes, parce que la majorité des hommes, 80%, ont une masturbation fréquente. Je dirais même que, je pose la question souvent, pourquoi 80% des hommes ont une sexualité à 30 ans qui est fonctionnelle. Ils peuvent, dans les tribunaux pour l'impuissance, on parlait d'entrer, pénétrer, éjaculer. Ben, parce que 80% des hommes sont beaucoup touchés pendant très longtemps, ce qui a fait fonctionner les réactions sexuelles. Pourquoi plus de la moitié des femmes ont des difficultés de, d'accès au désir ou au plaisir? Parce que plus de la moitié des femmes n'ont pas eu d'autostimulation de la région génitale. C'est très clair. Mais là-dessus, impossible que ce soit nos patients, on va pas le dire comme ça, mais en tout cas en éducation à la sexualité, de dire masturbez-vous. Vous voyez, je le fais de façon provocatrice. Même si on le dit, si vous auriez immédiatement des levées de boucliers, des choses très compliquées. On ne peut simplement qu'affirmer son innocuité. Non, la masturbation ne produit aucune maladie, absolument aucune. Je passe dans des compulsions très itératives, mais elles sont très rares en fait. Euh, Elle provoque aucune maladie et surtout, elle apporte beaucoup de bienfaits. Et je termine là-dessus.
dans cette présentation en vous posant des questions. Là, regardez, à quoi sert la masturbation? Parmi tous ceux qui écoutent, vous êtes au moins 60, je crois, je n'ai pas vu le chiffre depuis un petit moment. À quoi sert la masturbation? Qui peut y répondre? C'est pas évident. Et puis alors pourquoi elle servira à ça? Alors ça part d'une chose, et je le dis à beaucoup, alors il y a des sexologues formés qui savent ça, hein, qui sont dans votre assistance. Mais chez l'humain, il n'existe pas ou il n'existe plus d'instinct sexuel. Déjà chez les primates, qui est notre source, notre origine, il y a 4 millions d'années, il n'y a pas d'instinct sexuel. Tout est appris. Un jeune chimpanzé qui est isolé de ses congénères, qu'on met dans une cage, je le raconte souvent à mes patients comme ça, il est bien nourri, il est en pleine forme. À 6 7 ans, on le met en présence d'une femelle qui a, vous savez, les callosités fessières tout simplement, elle est dans une période d'œstrus, ce qu'on appelle la période de chaleur. Elle est réceptive, qui ferait s'approcher tous les mâles. Il s'approche, il renifle un petit peu, il ne s'accouplera jamais de sa vie. Ça a été fait 50 fois, et puis on le sait bien. Quelle est la différence? Les congénères, ils ont eu des empreintes relationnelles, des empreintes hormonales, des empreintes non pas phéromonales. Chez eux, il y en a, chez nous, non. Mais ils ont par contre eu des empreintes, des hormones, des excrétions, euh, c'est-à-dire qu'on se balise, on ressent les sécrétions des autres dans la sueur notamment, qui vont organiser cette attractivité. Donc il n'existe pas d'instinct sexuel. Donc s'il n'y a pas d'instinct, eh bien deuxième chose, la sexualité est fondamentalement apprise. Ça, c'est quelque chose qui est difficile même à passer. Vous voyez, moi, je crois que les enseignants ne le savent pas. Mais bien sûr que non. Mais elle est apprise. Comment voulez-vous l'apprendre? Alors, il peut y avoir des initiateurs, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un initiateur. C'est d'ailleurs ce qu'on va condamner. Lorsque beaucoup de prédateurs sexuels l'ont fait. Alors, combien de fois j'ai même vu des gens prétendant être des experts pour initier des plus jeunes et qui demandaient à ce que ne soient pas pénalisés, notamment dans l'homosexualité, les, les liens, les rapports avec des jeunes de 14, 15, 16 ans, que c'était une initiation à la vie adulte. Ben non, c'est de la prédation et de l'abus de, oui, de l'abus sexuel. Mais comment voulez-vous l'apprendre? Donc, pas par un initiateur. Euh, Ça peut être par l'expérience que l'on pourrait avoir avec ce qui fait ou avec la personne qui fait le moins peur. Vous voyez, j'ai fait ça ce matin en vitesse et je dirais par une expérience avec quelqu'un qui fait pas peur. Et qui est la personne qui fait le moins peur? Parce que quand on est ado, ben, c'est pas facile. D'ailleurs, dans un deuxième temps, très souvent, il va y avoir une période où cette approche de l'intimité va se faire avec quelqu'un de même sexe. C'est ce qu'on appelle l'auto-érotisme. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est-à-dire, dans l'homoérotisme, c'est parce que pour une fille, par exemple, si un soir elle passe la nuit chez une copine et qu'elles s'approchent toutes les deux, bah, ça fait moins peur que si c'était avec quelqu'un qui est complètement différent. Et très souvent, on voit cette phase d'homoérotisme qui permet ensuite de dédramatiser pour aller plus loin. Alors, quelle est la première personne avant quelqu'un de même sexe? Eh bien, tout simplement, c'est soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-érotisme. La masturbation a d'abord cette fonction. Elle est fondamentalement apprise et c'est avec la personne qui fait le moins peur, c'est-à-dire soi-même. Qu'est-ce que va faire la masturbation? On va apprivoiser, et j'aime beaucoup ce terme que j'utilise, ça va permettre d'apprivoiser les réactions sexuelles. Les réactions, c'est quoi? Ben, quand je suis ado, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me foutre la trouille. Il y a un truc. Oh, je l'ai découvert par hasard. Tiens, j'ai eu un orgasme dans une histoire, dans la nuit. Je n'appelle même pas ça un orgasme, je ne sais pas ce qui se passe. Il s'est passé quelque chose. Donc je vais le découvrir. Pour apprivoiser les réactions sexuelles et les vivre ensuite avec le ou la partenaire de son choix. Cinquièmement, il ne s'agit pas d'un geste infantile.
Parce que même encore, vous entendez aujourd'hui, Freud disait ça parce qu'on était en 1905, c'est dans ses trois essais, et puis Freud n'a presque pas parlé de sexualité, il a écrit les trois essais en 1905. Ensuite, les fantasmes, il a parlé des fantasmes archaïques, aucun fantasme sexuel. Mais il a toujours dit qu'en fait, c'était quelque chose de très domination masculine, mais qui était le truc de l'époque. Il dit les femmes, c'est surtout pour les femmes et les jeunes garçons peuvent se toucher quand ils sont enfants, c'est infantile, mais ensuite elles vont jouir sous le pénis masculin. Et c'était une représentation en disant à peu près que ça devait être abandonné pour passer à une étape adulte. Bon, pourquoi pas, c'était la représentation de l'époque. Mais c'était quand même très masculino-centré. Donc, c'est pas un geste infantile, et vous entendrez souvent, moi j'ai encore entendu des psychanalystes récemment redire cela, parce qu'ils ne veulent pas contredire Freud. Ben non, c'est pas un geste infantile, c'est un geste mature qui se fait à tous les âges de la vie. J'ai vu cette dame-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient à 83 ans, elle me dit, j'ai découvert la masturbation après la mort de mon mari. C'était il y a moins de 10 ans, elle avait 75 ans, hein. Dans le rapport de Sher Haidt en 1970 sur la masturbation, eh bien, elle va découvrir aux États-Unis beaucoup de femmes qui disent, j'ai 80 ans, je viens de découvrir, moi c'est le bonheur que j'ai attendu toute ma vie, je l'ai découvert. Alors, le bonheur, en tout cas, elle arrivait à une jouissance qu'elle n'avait pas connue. Ça passait par elle-même, ça peut passer avec un ou des partenaires, ça c'est une autre affaire. Donc il ne s'agit pas d'un geste infantile, et je vais me permettre je termine là pour tout ce qui va faire une base dans nos discussions. La masturbation est l'élément le plus important de la sexualité. D'ailleurs, c'est une phrase que je vais dire à tous mes patients que je vois pour la première fois lorsque on va faire leur histoire sexuelle, que je fais personnellement assez rapidement. On va les grandes lignes en une dizaine de minutes. Et je leur explique quelque chose que j'appelle les parenthèses pédagogiques, parce que nous aidons énormément nos patients avec de la pédagogie. Et je leur dis, cette parenthèse, c'est pas moi qui le pense. J'ai pu voir beaucoup de patients, mais non, c'est ce que l'on sait. La sexologie, c'est des choses. La neurobiologie, ainsi de suite. La masturbation est l'élément le plus important de la sexualité. Elle permet la maturation sexuelle, et elle va permettre progressivement l'épanouissement pour pouvoir vivre la sexualité avec le partenaire de son choix, et surtout permettre l'autonomie. Car quelqu'un qui est autonome avec ses réactions pourra les vivre comme il veut avec quelqu'un d'autre. Je termine simplement sur une injonction, si vous voulez. Euh, je vais le dire souvent à presque beaucoup de patients. Une règle en matière de sexualité, ne pas s'obliger, ne pas s'interdire. Eh bien, c'est pareil pour la masturbation. Vous vous obligez pas, vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Mais par contre, vous vous interdisez pas. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. On s'interdit la masturbation, essentiellement chez des femmes. J'ai vu combien de fois les femmes me disent, là j'avais très envie, je me serais bien touché, mais on est dans l'après-midi et je me réserve pour quand je rencontre mon compagnon le soir. Je dis, faites ce que vous voulez quand vous le désirez. À ce moment-là, vous aurez encore plus de désir le soir. Si vous ne vous obligez pas et que vous ne vous interdisez pas, vos pulsions vont circuler, et vous aurez, ça n'enlève pas, parce que ça a été dit combien de fois, ça va enlever le désir dans le couple. Pas du tout. Alors oui, dans des grandes compulsions dans lequel la personne s'isole, mais la plupart du temps, c'est que la personne s'est isolée aussi parce que la relation n'était peut-être pas très satisfaisante. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je veux dire, Marie, dans cette présentation d'un certain nombre d'idées qui vont permettre maintenant de répondre à partir de choses qui existent. J'arrête le partage et je reviens avec vous. Oui, alors bah, merci beaucoup. Alors du coup, on va s'attaquer aux questions que vous avez posées. Alors, par rapport à la masturbation, est-ce qu'elle est encore taboue? Et notamment la masturbation féminine. Ben oui, alors elle l'est beaucoup moins parce qu'on en parle, mais le tabou va rester. C'est pas facile de comprendre, vous voyez, tout ce que je viens d'expliquer. Et vous êtes la plupart du temps, vous êtes des soignants.
Mais comment arriver à bien comprendre ça et être sûr? Alors maintenant, c'est nouveau parce qu'on se dit, est-ce que la personne qui me parle, c'est vraiment ce qu'elle dit? Vous voyez, on met en doute tout le monde. Ben oui, on sait que c'est quelque chose d'important, mais ce tabou existe. Euh, il est en train de se lever, mais il va perdurer, bien sûr, il perdure, c'est évident. Et alors, comment, une question un peu plus précise, comment peut-on faire découvrir la masturbation à quelqu'un qui a l'air d'être dégoûté de son sexe, même si cette personne a des rapports sexuels normaux avec son ou sa partenaire? Ben oui, ça c'est... Alors d'abord, la personne, si on la voit, c'est parce qu'elle consulte, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et très souvent, ça va être, il y a des rapports normaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, la personne va dire, oui, on a des relations habituelles, fréquentes, mais d'une certaine façon, je ne me sens pas épanoui. Et puis surtout, qu'est-ce que vont dire nos patients, tu le sais autant que moi, je lis partout dans les journaux que tout le monde est épanoui et je ne le suis pas de telle et telle façon. Eh bien oui, parce que très souvent, je peux être libre, et je parle à la place d'une femme, et on parle essentiellement là de, de relations hétérosexuelles cisgenres. Mais lorsque, par exemple, je suis une femme et je vais dire de quelle façon je ressens cette sexualité, je ne sais pas que la masturbation m'amènerait plus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va arriver à dédramatiser, à pouvoir en parler, apprendre à se connaître. Très souvent, moi, je suis surpris, il y a des femmes qui ont une relation assez régulière donc dans leur couple, qui n'ont jamais regardé leur sexe de leur vie et qui ne l'ont jamais touché. Et très souvent, tiens, cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, qui, euh, qui a 83 ans, qui a eu des relations avec son mari jusqu'à ce qu'il décède, mais toute sa vie, elle ne connaissait pas sa région génitale, elle ne l'avait pas vraiment touchée. Et la première chose, c'est d'apprendre à se découvrir. Ça, c'est ce que l'on fait en sexo. On va y aller petit à petit. Et la personne, alors il y aura des résistances parce que c'est pas aussi facile que ça, après tant d'années où on ne s'est pas touché. Alors là, il y a une question dans le défilé par rapport justement à cette dame qui est venue vous voir car elle n'arrivait pas à se masturber. Euh, et la personne dit, il me semble que vous avez dit que passé un certain âge, c'était trop tard. Oh, je ne l'ai pas dit là, hein. Non, ça c'est quelqu'un qui connaît et que j'ai expliqué. Alors c'est compliqué parce que je ne sais pas quel est on ne sait pas quel est l'auditoire. Beaucoup de gens se sont inscrits parce que ça les intéressait. C'est pas tout à fait pareil si alors il y a des soignants qui désirent mieux comprendre et alors à ce moment-là je vais leur parler d'une certaine façon. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi des gens, soignants ou non, qui ont des difficultés avec leur propre masturbation et qui voudraient essayer de les résoudre. Et je ne voudrais pas du tout déprécier en parlant. C'est ça qui est compliqué. Ce que dit la personne, oui, c'est une réalité, c'est que la masturbation euh, euh, qui permet la maturation, qui permet l'organisation des réactions sexuelles, c'est très facile quand c'est extrêmement tôt dans la vie sexuelle. C'est de plus en plus difficile plus on avance en âge. Alors, on peut arriver à une jouissance, mais les choses ne sont pas aussi simples, notamment la jouissance avec tout partenaire pour les femmes, ce qui n'est pas pareil des hommes. Euh, il y a même des travaux histologiques qui ont montré comment la masturbation régulière très précoce euh, modifie et organise progressivement l'histologie, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins poussent différemment et tout le système, euh, le système génital, génitosexuel plutôt, va se constituer pour réagir plus facilement. Dans l'étude que j'avais faite sur 3400 femmes, c'est une étude que vous trouvez dans un livre qui s'appelle Les femmes, le sexe et l'amour. 3400 femmes, on a trouvé 40.
parmi ces 3400 qui avaient des orgasmes extraordinaires, c'est-à-dire ils étaient extrêmement souples, faciles. Et cette petite population de 40, on a essayé de la comparer avec l'ensemble de la population, les 3400 autres. Et il n'y avait qu'une chose qui les différait, c'était l'âge de premier orgasme. Dans ce groupe des 40, avec une sexualité très facile au niveau désir, plaisir, orgasme, eh bien, il y avait la date de premier orgasme, c'était 10 ou 11 ans. C'est-à-dire que les plus précoces avaient eu leur premier orgasme entre 3 et 6 ans, ce qui est vrai chez les filles. Chez les garçons, il n'y a pas d'orgasme si précoce, c'est rarissime. Et les plus âgés de ce groupe, c'était 12 ans. Alors que l'ensemble de la population, qui est une population entre guillemets plus large, normale, c'était les plus jeunes avaient un orgasme à 12 ans et les plus âgés à 16 ou 17 en moyenne. Donc ça montrait que ce groupe avait eu des orgasmes beaucoup plus tôt et dans la fréquence, elles avaient une pratique masturbatoire fréquente, régulière pendant toute leur vie. C'est-à-dire que cet entraînement à l'orgasme, ce que Masters appelait des cycles sexuels complets, c'est-à-dire qu'il y avait une répétition de cycles sexuels complets, a modifié l'histologie, modifié la réceptivité, et à ce moment-là permet d'être totalement disponible à ce que l'on veut, avec sûrement moins de conditionnabilité que la plupart, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une différence. Tout à l'heure, je l'ai peut-être dit, je ne sais pas. Moi, je vois une grande différence entre les sexualités masculines et féminines. Nous avons deux sexualités qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Eh bien, ces deux sexualités, elles sont différentes au niveau des réactions, ainsi de suite, mais la sexualité masculine est très peu conditionnelle. C'est-à-dire que, en définitive, il n'y a pas beaucoup de conditions qui peuvent la gêner. La sexualité féminine est très conditionnelle. Un climat relationnel, amoureux, aux circonstances. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique. Et il se trouve que ce groupe de femmes avec un entraînement important, auto-entraînement, eh bien effectivement, a moins de conditionnabilité. Et à ce moment-là, ça permet d'être plus facilement avec les partenaires, d'être tranquille avec le partenaire de son choix. Alors, du coup, pour rebondir là-dessus, Oui. j'ai Igor Teplitsky qui pose une question. Vous n'avez pas parlé de l'approche taoïste qui recommanderait d'épargner sa semence pour conserver l'énergie vitale. Qu'en pensez-vous? Oui, 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 c'est passionnant. D'abord, il faut pouvoir y arriver, hein, c'est très intéressant. Il faudrait des entraînements. Ensuite, je ne sais pas si ça a déjà été montré que le sperme remontait dans les voies séminales. Ça, je ne sais pas. Je crois pas l'avoir vu, mais bon, peut-être y a-t-il des travaux qui le montrent parce que l'idée est formidable. C'est-à-dire, c'est l'idée euh, comment dire, du rapport interminable avec la possibilité vous voyez, une sorte de pendant, ça permet que le sperme qui peut être retenu, repart en arrière, revient. Il y a une sorte d'état, mais qui nécessite un état yogique, un état de méditation, mais que je ne connais pas tellement, hein. Je l'ai raconté si, on l'a raconté de façon très amusante dans l'incroyable histoire du sexe, dans la BD, parce que c'était facile, c'était amusant comme histoire. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la réalité. Franchement, je ne peux pas le dire. Mais peut-être, Igor, que tu es en face, tu peux en dire un mot, tu connais peut-être bien. On va demander quelques interactions comme ça. Connais pas, je m'interrogeais, parce que Oui. à partir de lecture, mais, euh, mais, mais pour toi, masturbation veut dire éjaculation ou orgasme, ou juste, ça peut être aussi juste se toucher, se caresser, se donner du Oui, plaisir. oui, oui, tu as raison. Ça peut, bien sûr, ça peut être tout, mais la plupart du temps, en très grande majorité, pour tout le monde, masturbation amène à l'orgasme. Hein, la grande majorité des gens, c'est évident. Et le cycle sexuel, alors, on reprend le terme c'est intéressant, de Master et Johnson, le cycle sexuel complet. Chez les hommes, aujourd'hui, il est souvent extrêmement court.
Alors ça a été vu parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites, notamment, vous savez que là je parle en France aujourd'hui, hein, ça dépend des pays, mais en gros ça existe. Euh, En majorité, où est-ce que chez un homme qui a une vie maritale, où est-ce que la masturbation est le plus souvent exercée? Est-ce qu'il y a des gens qui en ont une idée? Alors les gens vont, allez, je vais vous dire, À la douche. à la douche, les toilettes, oui. Mais je crois que alors c'est vrai que c'est ça qui va être souvent mis en avant, mais énormément d'hommes vont dire aux toilettes dans le boulot. C'est-à-dire dans la journée, c'est un moment de détente qui va se faire de façon extrêmement courte, c'est moins d'une minute. C'est possible pour pratiquement tous les hommes parce que aujourd'hui, avec une image de désir d'excitation qui est sur un portable avec une image porno, le cycle sexuel complet, c'est-à-dire partant du repos jusqu'à l'orgasme, est extrêmement court, 1, 2 minutes. Et alors que la majorité des masturbations féminines sont très différentes, et si au niveau des hommes, la stimulation est en très grande partie, à 81%, c'est la verge qui coulisse dans une main qu'on appelle pseudo-vagin. Au niveau féminin, c'est un univers formidable de différences. Reprenez l'étude de Cher Height et on voit les femmes vont donner des dizaines de choses. C'est très très personnel. C'est tellement personnel que la plupart du temps, elles disent, mais pourquoi tu n'y arrives pas à leur partenaire? Ben oui, parce que c'est personnel à cette personne avec telle inclinaison, telle chose qui est tout à fait personnelle. Et dans un temps qui est complètement autre, avec une stimulation qui peut être maintenant avec un petit peu de porno, mais qui est très souvent par des fantasmes, on y viendra peut-être tout à l'heure à en parler, et dans des temps beaucoup plus longs, parce qu'il n'y a pas obligatoirement euh, plaisir ou intérêt à aller à l'orgasme, mais plutôt à se promener dans des vagues. C'est un phénomène féminin que beaucoup d'hommes ne connaissent pas. Et alors, pour rester justement dans la sexualité de couple, que répondre à des patients qui estiment, quand ils sont en couple, que se masturber est une mauvaise chose, voire à l'extrême une tromperie envers leur partenaire? Ben oui, c'est-à-dire que même là encore aujourd'hui, les mentalités ont évolué, notamment dans les jeunes générations. Mais moi, je suis très étonné, j'étais très étonné, pardon, au début des années 2000, puisque le porno, plutôt les ordinateurs, les téléphones portables existent depuis l'an 2000. Ça existe un petit peu avant, mais en gros, en 2000, il y a beaucoup de choses qui existent, les premiers sites et ainsi de suite. Et à ce moment-là, le nombre d'urgences de couple que j'ai eu, il faut qu'on vienne vous voir tout de suite parce que mon mari me trompe. Et je vous promets, entre 2000 et 2005, énormément de femmes, il n'y avait pas de doute. C'était très difficile de comprendre ce que pouvait être une image impersonnelle. C'était mon mari me trompe. C'est-à-dire que c'était vécu comme une tromperie réelle. Mais bien sûr qu'elle pouvait le savoir, mais c'était difficile à comprendre. Aujourd'hui, non. On voit plus ça chez surtout des jeunes générations, peuvent être critiques et ne pas accepter qu'il y ait une compulsion de masturbation chez ce mec qui se branle beaucoup, on va dire les termes qu'on utilise, hein. Quand je dis ça, c'est parce que dans notre tête, c'est ces mots qu'on utilise, qui se branlent beaucoup devant du porno. Oui, mais on voit moins cela. Alors non, le porno ne va pas détruire le couple si il est parlé d'abord. Enfin, le porno, la masturbation devant le porno. Si c'est effectivement de la masturbation qui est découverte, très souvent, ça va permettre, s'il y a accès à un thérapeute, ça va permettre qu'on puisse en parler et de dire de quelle façon, d'une certaine façon, pour quelle raison. Alors, quelquefois, cet homme pourra dire, bah, je suis assez frustré parce que on a peu de rapport, ou bon, et à ce moment-là, on est dans en fait un problème de couple. Sinon, s'il y a une vraie compulsion, c'est compliqué. Là, je suis d'accord, et quelquefois, on arrive difficilement à accompagner, à aider. Euh, Très souvent, pour quelle raison on n'arrive pas à arrêter les compulsions, pour pas dire addiction?
Bah, tout simplement parce que ça procure plus de plaisir que les autres choses que l'on peut faire. Et donc, c'est compliqué pour la partenaire d'entendre que cette masturbation, devant une stimulation euh, 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 enfin, banale qui amène plus de satisfaction. Alors, il faudrait dire aussi une autre chose qui n'est pas facile à comprendre pour les femmes, c'est que chez les hommes, moi je l'affirme, hein, parce qu'il y a pas mal d'études qui l'ont montré, et puis, mais on ne le dit jamais, l'orgasme le plus court est toujours le plus agréable. Un orgasme explosif très court, c'est le plus agréable. Or, la majorité des hommes qui ont une dimension relationnelle et qui veulent, au contraire, avoir une relation dans l'intimité, eh bien, la plupart de ces hommes vont au contraire différer ce plaisir intense. Ce qui serait pas mal si le couple parlait, c'est de pouvoir dire, tiens, fais comme tu en as envie. Aujourd'hui, par exemple. Eh bien oui, je me laisse aller, bazar, j'explose tout de suite. Eh bien pourquoi pas? Et puis tiens, t'as pas pu jouir, eh bien, je te passe un sextoy. Ton sextoy, pardon. Mais c'est comme ça qu'il faut faire aujourd'hui. On a, on a deux sexualités qui n'ont pas été faites pour vivre ensemble. Moi, j'ai vu plein d'hommes vivant très mal et disant, bon, ben, j'essaie toujours de contrôler. D'abord, j'y arrive pas souvent, ça va me faire éjaculer sans aucun plaisir. J'essaie, ben oui, c'est compliqué. Surtout que, alors je vais revenir sur une autre notion qu'avaient amené certains psychanalystes, mais moi, je suis pas trop d'accord sur l'idée, mais il y a effectivement des femmes qui mettent la barre très haut et qui sont d'une certaine façon une sorte de... alors, il y a des psychanalystes qui ont parlé de sadisme envers le partenaire. Dans l'absolu, c'est pas impossible qu'il soit inconscient. Je fous la barre, oh, tu n'y arrives pas, ben, il faudrait que tu y arrives une prochaine fois. Ouais, le mec, c'est peut-être très compliqué. Et il faudrait arriver à pouvoir parler, pouvoir avoir peut-être un intermédiaire pour parler parce que là, on est dans quelque chose de difficile. La sexualité, euh, au long cours, entre deux personnes, n'est pas une chose normale. C'est notre désir de vivre pendant longtemps avec le même partenaire qui amène ça. Mais c'est pas du tout une normalité. Euh, Ça ne se faisait pas de la même façon dans certaines sociétés et puis suivant les siècles. Mais bon, aujourd'hui, on voudrait imposer cela et c'est compliqué souvent pour l'un ou pour les deux. Alors, on va passer aux ados. Comment Ouais, parler de masturbation aux ados et surtout que vous inspirent les nombreuses polémiques autour de la préparation du programme de l'éducation nationale ouais, pour ouais. éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle notre belle jeunesse? Bah oui, notre belle jeunesse, comme tu dis. Alors, d'abord, je vais dire pourquoi parler aux ados, mais je dis il ne faut pas parler de masturbation aux ados. Non, ou plutôt, pourquoi voulez-vous parler de masturbation aux ados? Je fais exprès hein, de maintenir la question parce que vous posiez des questions. Mais c'était bien avant qu'il fallait en parler, quand ils étaient enfants. La plupart du temps, vous savez, tous les problèmes de l'adolescence, que ce soit les comportements, les trucs, les relationnels, puis même tout simplement la sexualité. Si vous commencez à parler de sexualité avec des ados, mais ils vont vous dire d'abord, eh oh, je sais, et puis, mais c'est bien avant qu'il fallait en parler pour qu'ils soient tranquilles avec la relation. Il n'y a qu'à voir comment l'éducation à la sexualité, euh, on a il y avait une de nos élèves anciennes et qui participe à une équipe importante à Évry, qui font de l'éducation en maternelle. Mais ce n'est pas du tout, on n'amène pas des choses, on les amène à parler de l'intimité. Les enfants, ils ont vu plus de 2 ou 3 000, mais c'est une volonté politique du département. Hein, ça s'est fait comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Eh bien, euh, ils sont testés, ces enfants, 3 ou 4 ans plus tard, et on se rend compte de choses tout à fait étonnantes. Ils sont très différents des enfants quand on les voit en début de primaire. Ils sont très différents dans leur tranquillité par rapport à ce qu'est l'intimité. Ils vont pas du tout être je sais pas quoi, des libertaires ou autres. Hein. Donc, comment on va parler à ce moment-là aux ados à qui on n'en a jamais parlé? D'abord, ça serait bien que ça soit le parent de même sexe. Moi, je dirais, c'est plus simple qui en parle. D'abord parce qu'il va parler. Alors,
quand on parle de sexualité à un ado et à un enfant, c'est important de jamais parler de soi. Par exemple, de jamais parler et de dire, tu sais, papa et maman, quand on fait l'amour, surtout pas. Enfin là, on rentre dans une espèce de position de voyeur d'une intimité parentale. Euh, Quand ça paraît difficile, je dis aux parents, à ce moment-là, que ce soit pas un des deux parents, mais ça peut être par exemple un oncle ou une tante, là c'est tranquille. Il n'y a pas de position directement incestuelle hein, au niveau de la symbolique. Mais, et à ce moment-là, oui, ce parent de parents se sentira beaucoup plus tranquille. Hein, avec nos propres enfants, je vais même vous dire une chose, avec mes propres enfants, je n'ai pas parlé facilement de sexualité. Et je sais que ils ont appris des tas de choses autrement et par des intermédiaires, c'est beaucoup plus simple. Mais ne pas éluder de questions, et pouvoir leur dire ceci, c'est normal. Alors, euh, la difficulté, c'est si on observe un ado se masturber. Moi, je crois que là, c'est un enfant qui veut savoir comment ça se fait. C'est très bien, hein. Mais c'est ce que tu fais faire, c'est parce que c'est du travail. Ben oui. T'as Il nous entend un peu, mais peut-être que maman n'entend pas pour son micro. Voilà, c'est très bien. Samira, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que le système a mis en avant qui avait ouvert son micro. Voilà. Euh, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir dédramatiser avec ce qu'on appelle de la communication paradoxale. On va faire une phrase dans laquelle on commence par quelque chose de positif. Tiens, ouais, j'ai vu que euh, tu te touchais un petit peu. Tu sais, c'est quelque chose qui est très bien, qui est très bon, mais ça se fait pas en public. Par exemple, ça c'est une question que je vais dire plutôt un petit peu plus jeune, mais euh, tu le fais dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Tout le monde le fait. C'est quelque chose qui est très bien et qui permet de progressivement être tranquille avec soi. Et un discours positif. Par contre, tu ne le fais pas en public, on peut le dire dans un deuxième temps. Ils seront tranquilles et ils respecteront cet interdit, entre guillemets, cette recommandation. Mais lorsque on va dans l'autre sens, si tu te rends compte ce que tu fais, eh ben, on va amener les enfants à pas d'abord en avoir peur, à pas être tranquille. Et le message qu'on peut passer avec la masturbation, tu sais, c'est quelque chose de normal que tout le monde fait, qui permet d'organiser sa sexualité. T'en as envie, tu le fais. T'en as pas envie, tu le fais pas. Toujours pareil, on peut très bien dire la phrase dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ne rien s'obliger, ne rien s'interdire. Et par contre, tu ne t'obliges rien, mais tu fais ce que tu veux et c'est très bien. Ça te concerne toi-même. Voilà, je ne sais pas trop vous dire plus là-dessus. Vas-y. Alors là, on a parlé beaucoup des parents et des oncles et tantes, enfin de personnes qui peuvent parler de sexualité, mais du coup, quels professionnels sont qualifiés pour l'éducation, notamment Ah à oui, l'école, et quelle place ont les professionnels des centres de santé sexuelle et notamment les CCF? oui, et puis alors, j'avais pas répondu à l'histoire sur la loi sur l'éducation sexuelle. Mais ça, comment on appelle ça, un serpent de mer, et le truc qui arrivera jamais. Mais non, l'éducation à la sexualité, elle ne pourra pas se faire. La loi, elle est très sympathique, elle est formidable, mais la meilleure, et c'est pas parce que c'est pas quelqu'un que je porte toujours dans mon cœur, enfin, c'est pas elle qui l'a choisi de faire ça, c'est ce qu'a fait Ségolène Royal en 2003, je crois. Pour une raison très simple. C'est que l'éducation sexuelle, c'est toujours faite entre, lorsqu'il y a eu des avancées politiques qui ont obligé des avancées sociétales importantes qui ont obligé les politiques à réagir. Par exemple, on va se trouver euh, alors j'oublie la date, mais lorsque va arriver l'autorisation de l'avortement avec Simone Veil, c'est 73, 60, quelque 75, on vient de fêter les 50 ans. voilà, voilà. Merci. En 75, eh bien, il va y avoir la loi Fontanet, je crois, qui était le ministre de l'Éducation sexuelle, de l'Éducation nationale, qui va
obligé, parce qu'il se rend compte qu'il y a contraception et permission de la sexualité. C'est là, absolument là, que c'est le plus grand changement depuis le début de l'humanité. Depuis le début de l'humanité, on n'a jamais séparé sexualité de fécondité. Et là, 75, dans les années 70 en Occident, il va y avoir un renversement. À ce moment-là, le ministre de l'Éducation, Fontanet, va faire la loi Fontanet qui oblige 2 heures d'éducation à la sexualité en classe de troisième, je crois. En 92, avec l'épidémie du sida, on va dire, il faut, toujours pareil, les politiques sous la pression des événements, on fait toujours ces 2 heures, plus 2 heures qu'on va prendre sur le programme général. Mais ça s'est jamais fait parce qu'on ne les payait pas, on ne trouvait pas le programme général, il devait y avoir 4 heures. Écoutez la suite. En 1998, ces 4 heures d'éducation à la sexualité pour tout le secondaire, hein, ont été annulées en Conseil d'État sous la pression des associations familiales catholiques, Famille de France surtout, euh, qui a annulé 4 heures. Vous vous rendez compte, 4 heures d'éducation pour tout le secondaire qui paraissait un truc abominable. Et c'est là que Ségolène Royal, faisant la loi sur l'éducation civique qui était complètement faite, eh bien, elle les a réintégrées sans dire que c'était d'éducation sexuelle, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle a mis ce que l'on pense depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une éducation à la sexualité avec au moins 3 séances par an, je crois que c'est ça, mais ils ne te disent pas de quelle durée, ça peut être 1 minute ou ça peut être 3 heures, 3 séances par an, depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Bon, c'est bien gentil, ça c'est une politique qui dit ça. Et vous allez trouver où les sous pour payer les enseignants, pour les former? J'ai participé pendant plusieurs années, parce que j'étais à Bordeaux à l'époque, je faisais la formation de formateurs. Et je voyais par exemple dans la Haute-Vienne j'allais en Charente, j'allais en Gironde. Pendant 2 jours, je voyais 25 enseignants géniaux qui repartaient avec pas mal d'idées solides, des gens motivés, mais il y en a énormément. 25 pour l'ensemble du département, du rectorat, ce qui amenait quelque chose comme 10 000 enseignants. C'est de telles gouttes d'eau, de gens formidables, mais c'est pas possible. Ni la formation, ni les moyens, il n'y en a pas. Et là, il n'y en aura pas. Parce que ce que l'on dit depuis longtemps, ce qui a été fait un petit peu au Canada, mais au Canada, lorsque l'éducation sexuelle s'est très bien faite, c'était il y a 30 ans, le Canada était à la pointe avec l'UQAM, un département de sexologie à l'université. Les politiciens ont changé, toute l'éducation sexuelle s'est arrêtée et ils ont pas plus que nous aujourd'hui. Les pays du Nord font un petit peu mieux. Mais effectivement, il faudrait une éducation à la sexualité très tôt. Mais là, il faudrait tellement former les gens. Tout le monde ne peut pas être sexologue pour pouvoir. Alors si, dernière chose, moi je sais comment je la ferai, une éducation à la sexualité. Alors les centres sont très bien, hein. La plupart des enseignants, des collèges peuvent prendre qui ils veulent. Ça peut être des associations, parce que ça leur coûte pas cher. La plupart du temps, ça peut être le planning, ça peut être d'autres assos. Quelquefois, le problème, c'est qu'il y a des associations un peu libertaires. Et puis, d'autres fois, c'est l'inverse. C'est des gens confessionnels qui veulent surtout pas que tout le monde soit libre. Donc, on est devant quelque chose de compliqué. Moi, je crois que le mieux serait, il y a très peu de gens qui sont capables de parler de sexualité. Je me mets même pas là-dedans, je sais en parler, mais c'est quelque chose de compliqué. Il pourrait y avoir, choisir des gens qui soient capables de d'abord très bien connaître et de savoir le communiquer à telle ou telle tranche d'âge, que ça soit fait par un média style en France, par exemple France 5, une télé qui est documentarée, comme un document, par exemple, qui à ce moment-là est expliqué. Le prof de SVT doit pouvoir répondre, ne pas être l'intermédiaire après quelque chose qui est informatif. Ça serait beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi personne ne le propose. Là, les profs de SVT, on ne pourra pas les former. Il n'y a ni l'argent, ni le temps, ni tout ce que vous voulez. Mais je pense qu'ils sont capables de faire au moins une séance par an, sinon plus, de
questions-réponses après un documentaire qui est très informatif. Moi, je crois La que c'est... question, c'était plutôt sur la place des conseillères conjugales et familiales. C'était Oui, mais alors là, je suis entièrement d'accord parce que les conseillers, tu as dit conseillères, il y a quelques conseillers. conseiller, pardon. Oui. Les conseillers, les CCF, sont parmi les professionnels de santé qui sont le mieux formés à la sexologie, à la sexualité. En psycho, 5, 6, 7 ans de psycho, 0 heure sur la sexualité, mais zéro, hein. En médecine, 0 heure. Pendant 7 ans, devenir psychiatre, 0 heure sur la sexualité. Dans toutes les autres professions, kiné, 0 heure, alors qu'on est confronté à l'intimité du corps que l'on va toucher, le corps de l'autre. Et par contre, de l'autre côté, euh, les, euh, les CCF sont très bien formés. J'ai participé à plusieurs de ces écoles et il y a une partie de programme qu'il y a en sexologie. C'est parce que Jean-Georges Lemaire, qui a monté les conseillers conjugaux, eh ben, savait ce dont il fallait parler. Oui, ils sont mieux formés que d'autres. Oui, sûrement. Alors, je vois que le temps avance, donc on va avancer aussi. Ouais, bon, Euh, on va il pouvoir y a- dépasser un tout petit peu. Allez. oui, il y a une question dans l'Assemblée, là, Sonia Massé, qui demande quels seraient vos arguments pour un homme, alors j'ai envie de dire une femme aussi, qui dit qu'il n'a pas le droit de se masturber à cause de sa religion. Oui, c'est compliqué. Eh bien, il faut, vous savez, quand on est psychologue, quand on est thérapeute, eh ben, on sait comment on avance avec prudence pour pas blesser, tout en informant. Eh ben, c'est ça. Par exemple, tiens, pour les gens qui ne savent pas trop faire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la communication paradoxale, ça, c'est Palo Alto qui le fait, qui l'invente. C'est-à-dire dans une même phrase, il faut que ce soit la même phrase. Le début de la phrase qui est très valorisante, la fin qui est informative, qui peut aller peut-être à l'encontre. Tiens, par exemple, c'est, oui, vous avez raison, c'est vrai que la masturbation a été très décriée et on le comprend parce que c'est pas simple pour les, je peux dire, je suis d'accord avec cette idée, que pour les religions des textes dans lesquels la fécondité prime, eh bien effectivement, c'est quelque chose qui est blessant parce que, mais par contre, on est dans une modernité où on se rend compte que la sexualité est importante et on sait l'importance de la masturbation dans cette sexualité. Donc, il n'est pas impossible d'aller vers la compréhension de cette pratique qui est une pratique naturelle. Alors, tu vois, C'est pas écrit dans le Coran, on est bien d'accord que c'est pas ah, écrit dans le Coran, c'est interdit ici. mais non, mais le- les musulmans ont d'abord un premier texte. C'est pas le Coran, c'est la Bible. Attention, moi je me souviens avoir blessé énormément un couple, et c'était l'homme qui a été très blessé, quand je leur ai dit, mais au début de l'humanité, il n'y avait pas de... euh, on faisait pas couple comme aujourd'hui. Il m'a dit, mais comment? Et Adam et Ève? J'ai été extrêmement gêné, très difficile de revenir. D'ailleurs, je ne les ai pas revus. Je l'ai profondément blessé parce que le texte fondamental, c'est ça. Or, ça y est pas. Mais qu'est-ce qui compte pour les musulmans? Même, je vais dire même peut-être plus que le Coran lui-même, c'est les hadiths. C'est-à-dire que vous avez des savants, on appelle ça les savants, qui font des commentaires sur, pas forcément que sur le Coran, sur tous les textes de la vie courante, et qui vont vous avoir donné le fait que, bien sûr, c'est une pratique infâme et ainsi de suite, parce que derrière, il y a surtout l'histoire de la reproduction. Mais oui, voilà. Ensuite, la masturbation peut-elle être utilisée en sexologie? Bon, j'ai envie de dire, tu l'as déjà bien expliqué. Oh, mais non, mais même, non, non, je le redis parce que elle peut être utilisée en sexologie, on l'utilise beaucoup. Par exemple, non pas chez les hommes. Si, on peut proposer, par exemple, tiens, je vais répondre à une question, je crois qu'elle est un peu plus loin, puisqu'on disait, euh, il y a certains hommes qui ont essayé, parce que si vous allez sur Internet, on vous dit, pour la rééducation
l'éjaculation précoce. Vous pouvez essayer de pratiquer une masturbation contrôlée dès que vous sentez, ça se rapproche de la squeeze technique. Vous sentez que vous allez éjaculer, vous pouvez vous pincer un peu, vous vous détendez, et puis vous la reprenez. Oui, on peut faire une sorte de rééducation du contrôle émotionnel de l'éjaculation par des techniques manuelles. Alors, c'est raconté. Moi, je sais que dans les faits, avec soi-même, c'est très difficile. Ça marche très très bien, ce que Master Johnson avait fait avec la Swiss Technique, avec un partenaire, soit le ou la partenaire, qui amène pour cet homme à avoir une masturbation contrôlée. Il lui dit stop, on s'arrête, il se détend et ainsi de suite. C'est pas du tout la même chose que soi-même. Moi, j'ai essayé combien de fois de le faire faire à des hommes eux-mêmes, ils n'y arrivent pas bien, parce que il y a un antagonisme entre l'émotion qui vient de soi et on voudrait essayer de la contrôler par ailleurs. C'est pas aussi simple. Pour les femmes, par contre, on l'utilise beaucoup, et notamment dans la découverte de soi-même. Énormément de femmes se sont jamais regardées, sont jamais touchées. Et là, il va y avoir tout un tas d'approches que l'on explique bien en sexologie et qui vont permettre, moi je dirais sur quelques mois, 2 ou 3 mois, à des femmes de vraiment pouvoir découvrir, s'il n'y a pas trop d'autres blocages, hein, de se découvrir, de découvrir leurs réactions. On va reprendre le terme de Masters, leurs propres réactions intimes dont elles ont peur. Très souvent, ah, mais là, ça me fait trop, ça fait trop. Ben oui, ça fait trop de sensations. Alors que le trop est souvent vécu comme du négatif. Aïe, ben non, c'est que vous êtes extrêmement sensible. Et on va essayer de le valoriser, vous voyez. Au contraire, c'est une hypersensibilité que vous avez, ben vous allez apprendre petit à petit à le désensibiliser. Bon, le tout, c'est d'avoir appris ça parce que ça s'invente pas. Et c'est pour ça, je le redis à tous ceux qui écoutent, qui sont des professionnels, que il existe un enseignement à l'université sur 3 ans pour tous les professionnels que vous êtes, qui peut vous permettre, bon, c'est pas compliqué sur Paris, nous on le fait le mardi soir, hein, c'est après, donc c'est compatible avec toutes les professions de santé, hein, parce que ça s'invente pas, la sexologie. Et il y en a plusieurs là dans la salle. Oui, Qui oui, sont... oui. C'est bien. Je crois que tu en fais partie aussi. Et j'en fais partie aussi. Une question justement pour revenir sur la masturbation des femmes. Est-ce qu'il y a une approche particulière quand les femmes sont excisées? Oui, c'est que c'est compliqué. Alors, il y a tous les cas de figure parce que vous savez combien l'excision il y a 50 ans, l'excision aujourd'hui n'est pas la même. Très souvent d'ailleurs, parce que les femmes qui sont des femmes exciseuses sont obligées de le faire, de continuer à le faire, mais elles se débrouillent pour avoir des gestes très différents. Elles essaient de ne pas être trop délétère, mais attention, il y a de toute façon quelque chose qui est traumatique. Alors après, ça va être comme avec toute femme, on va essayer de leur apprendre à réinvestir leur région. Et énormément de femmes excisées peuvent avoir des sensations, des orgasmes et tout un parcours de réhabilitation. Après, on peut rien en dire. S'il y a une vraie clitoridectomie qui a été faite, qui est totale, qui va gêner énormément les terminaisons nerveuses et quelquefois ça va donner des hypersensibilités. C'est compliqué. Il y a des gens qui font de la reconstruction euh, qui peuvent atténuer cela. Il y a des gens formidables, hein. Là, il y a plusieurs équipes qui peuvent faire cela. Mais les sexologues ou les médecins peuvent leur apprendre progressivement. Mais là, moi, je crois que ça rejoint, ça montre bien que la sexologie, c'est une psychothérapie. C'est-à-dire qu'on va accompagner cette femme pendant pas mal de temps pour se découvrir, l'accompagner pour trouver la vie qu'elle désire. Et donc accompagner, ça s'apprend aussi, c'est pareil. Mm. Et justement, accompagner à la sexualité dans un parcours médical, par exemple en cancérologie, en hémato, Oui. comment ça se passe? Ah oui, c'est difficile. Alors, je suis pas un spécialiste de ça, hein, je ne l'ai pas pratiqué vraiment, mais ça va être de la même façon. C'est-à-dire que il y a quand même des domaines dans lesquels, tiens, je fais même un topo en fin de semaine sur la PMA.
Et je crois que je vais insister sur quelque chose qui est quand même compliqué. C'est avec plein de médecins obstétriciens ou qui connaissent très bien et maintenant on a quand même des techniques formidables qui réussissent beaucoup mieux. On connaît des protocoles qui marchent pas mal. Mais les équipes de PMA sont très peu intéressées par la sexualité et même souvent ils ne sont pas du tout intéressés. Et d'ailleurs ils vous disent, comme un mécanisme défensif, moi je suis pas là pour ça. Moi j'aide, ça sert à quoi? À faire des enfants. Je suis pas là pour ça. J'exagère pas trop, hein, parce qu'il y en a qui ils vont pas le dire dans ces termes, mais vous voyez, c'est compliqué. Et de la même façon, alors ça va pas être aussi violent, parce que là, on est dans quelque chose de positif. Cette équipe va permettre de... Vous vous rendez compte, si en plus il fallait leur donner la sexualité, eh ben oui, mais le problème, c'est qu'ils vont leur enlever la sexualité, parce qu'on sait que toutes les PMA sont délétères. Toutes les PMA amènent des choses difficiles au niveau du désir ou du plaisir, du désir surtout, mais elles vont souvent casser la dynamique d'un couple. Les couples ne sont pas les mêmes après une PMA, dans le très grand nombre de cas. Euh, pour les cancers, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on essaie beaucoup de le prendre en compte. Il y a des sexologues, plus souvent d'ailleurs en cancéro que dans les PMA. Parce que dans les PMA, on le dit depuis très longtemps, style par exemple, écoutez, le recueil. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous hommes qui ont eu un recueil de sperme dans une salle de PMA, mais c'est même repoussant et très compliqué pour beaucoup d'hommes. Et après, ils se sentent culpabilisés par rapport à la partenaire ou parce que ça se fait par masturbation. Et cette masturbation, pour un homme sensible, intéressé, émotif, bah, ça peut ne pas être possible. Dans les équipes d'oncosexologie, alors maintenant il y a beaucoup d'oncosexologie qui permet d'accompagner avec des sexologues. Et peut-être parce que ben, le cancer a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus important comme prise en charge. Je dis, c'est moi qui le dis comme ça, que la PMA, ben, ils se disent, attends, on vous donne un truc positif, vous allez avoir un enfant. Tandis que dans le cancer, eh bien, on va essayer de les accompagner, de voir de quelle façon peut se poursuivre une sexualité. C'est pas facile quand ça touche les organes génitaux notamment. Et puis alors après, il y a à côté de ça le handicap et ce qu'on a appelé les assistants sexuels, qui aujourd'hui, parce que je crois qu'il y avait une question là-dessus, je ne peux pas trop m'y attacher trop. euh, euh, Moi, j'ai participé à la promotion d'un film que vous pouvez voir, tous ceux qui êtes ici, un film qui s'appelle The Session, la séance. SE2SION. Vous pouvez le trouver partout. C'est un film extraordinaire en 2010, 2009, un truc comme ça. C'est un truc américain sur les assistants sexuels. Vous faites The Session et puis assistant sexuel, il va sortir. Il est formidable ce film. Euh, Parce que les assistants sexuels en France sont assimilés à de la prostitution, hein, puisque c'est un acte sexuel payant, euh, proposé dans le domaine privé. Au niveau de l'hôpital, ça n'existe pas. Moi, souvent, j'adresse des gens en Belgique ou en Suisse où c'est possible. En Suisse, il y a des équipes qui existent d'assistance sexuelle. En France, ça existe, c'est clandestin, c'est très compliqué, mais c'est très vrai qu'est-ce qui va être proposé? Très souvent, ça va être une sexualité masturbatoire chez alors, hétéro-masturbatoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va amener des caresses ou de la masturbation chez quelqu'un qui ne peut pas se toucher. Moi, je trouve que ça devrait être autorisé, mais il faudrait vous rendre compte au niveau politique comment arriver à trouver des gens entre la droite, la gauche, la je sais pas quoi, pour des raisons totalement différentes, idéologiques. Ils veulent pas se mettre d'accord, ils se mettront pas d'accord.
Il y en a plein qui diront on va pas aider les handicapés. Les autres, vous parlez de quoi là? Les assistants sexuels sont demandés. C'est un parcours du combattant. Pour ceux qui, moi je vois des équipes, des familles, pardon, qui amènent à l'étranger des personnes handicapées, parce qu'en France, très peu de choses sont possibles, et puis même il y a une peur d'être découvert et réprimé. Oui, c'est condamnable. Alors, il est 19h05, donc on va devoir s'arrêter. On a quand Bon. même bien balayé toutes les questions, on a quand même bien fait le tour. On peut en faire une petite dernière pour la route parce que celle-là, je l'aime bien. La masturbation est-elle un sport? Oui, mais un sport de combat. Oui, je sais qu'il a posé parce que j'ai vu le truc qui est passé. C'est Igor qui a posé ça tout à l'heure. Je trouve ça. Bon, Alors, c'est un peu provocateur. oui, oui, mais tu as raison parce que c'est quelque chose d'intéressant. La, la masturbation, un sport pas forcément de combat. Euh, Moi, je dirais plutôt que lorsque la masturbation devient un sport, on peut s'interroger. Je connais des gens qui se masturbent de façon sportive, mais très souvent, il y a un dévoiement plutôt de l'acte sexuel qui est soit dans la compulsion de l'expérience extrême, et on va être dans des addictions, dans des choses comme ça, mais pour la plupart des gens, non, c'est pas un sport. C'est, moi, je crois que c'est une action naturelle, salutaire, très jouissive. Et je vais me permettre de dire, tenez, dans mon éloge, où je vous ai dit tout à l'heure, peut-être, il y a... Ah non, c'est pas à vous que je le disais. Dans l'éloge de la masturbation, à la fin, j'ai mis un petit glossaire masturbatoire j'ai lu plus de, je sais pas quoi, 1000 livres. Et j'ai trouvé 800 termes à l'époque où on condamnait la masturbation. Euh, on ne l'appelait jamais masturbation. Vous verrez pas un ouvrage chez Tissot, il y a le titre, mais la plupart du temps, on va vous dire que c'est un coupable dérèglement, un crime atroce, un cynique expédient, une débauche raffinée, une excrétion illégitime. Il y en a 800 dans ce terme-là que j'ai récupéré. Et juste avant, je vais me permettre de dire, c'est dans la conclusion que j'ai dû le mettre. Allez, voilà. Et c'est une conclusion qu'on peut faire comme ça. Euh, L'interdit a disparu, mais je crois qu'il faut réaffirmer clairement que tout interdit est levé. Et vous voyez, j'ai fait une phrase, je vais vous en citer que quelques-uns. C'est une phrase qui fait presque une page. Il est licite, normal, il est beau, bien, bon, agréable, convenable, méritoire, valable, heureux, compréhensible, récréatif, passionnant, grisant, enivrant. Je passe, puisque je les prends au hasard, il y en a toute une page. Oui, c'est nous devons parler à nos patients, à nous-mêmes, ou quand on fait des choses informatives, sur le fait que la masturbation est extrêmement positive. Les cas négatifs, ça existe. Et on va essayer de les accompagner, les aider, parce qu'ils sont dans une compulsion la plupart du temps. Mais c'est quelque chose d'utile, et d'utile à soi et au couple. Et je termine là-dessus, c'est qu'on oublie souvent que c'est utile pour les couples, et notamment, je ne sais pas si je me répète, parce que j'ai parlé de ça aujourd'hui avec d'autres personnes que vous, surtout pour les femmes, est-ce que je l'ai déjà dit, qui, euh, qui ont peur. On vous dit tout le temps, ne vous masturbez pas. Ça va enlever du désir dans votre couple. C'est l'inverse. C'est-à-dire que euh, lorsque je vous dis rien d'obligé, rien d'interdit, ne vous interdisez pas. Si par exemple, vous avez, très souvent, vous avez entendu une femme qui va dire, tiens, au milieu de l'après-midi, j'ai du désir, j'aimerais, bon, mais je ne me permets pas puisque je vais te retrouver ce soir et j'attends ce soir de rencontrer mon compagnon. OK? Eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si elle a une masturbation lorsqu'elle désire, elle aura encore plus de désir le soir, elle aura encore plus de désir dans tous les autres moments. Si on ne s'interdit pas, à ce moment-là, vous allez voir,
la pulsion d'auto-érotisme exister et se pérenniser. Merci beaucoup, Philippe Bruno, pour cette intervention. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous souhaiter une bonne soirée sans obligation ni interdit, avec vous-même ou pas, ou avec d'autres. Voilà.